On verra. Allez, regard croisé. Ce soir, nous évoquons le Bénin, le nouveau code électoral qui inquiète l'opposition béninoise. Nous irons en Gambie. Yaya Jammeh, attaqué en justice par les malades du sida. Soudan du Sud, l'ONU donne un mois au pays pour parvenir à un accord de paix. Et puis le Togo, nous parlerons de la 48e journée nationale de l'arbre. Et puis nous évoquerons également les questions de climat sur le plateau. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir mon frère, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Le Bénin, le code électoral inquiète l'opposition. Comme je le disais, la coalition pour la défense et la démocratie a tenu hier jeudi 31 mai, un point de presse pour faire part de ses inquiétudes. Cette coalition, née en avril 2018, regroupe deux opposants au président Patrice Talon, dont notamment ses prédécesseurs Nicéphore Soglo et Thomas Bouni-Yahi. Les préoccupations de l'opposition vont du climat des affaires à la mauvaise gouvernance en passant par les atteintes à la liberté de presse. Et parmi les points épineux, il y a la question du nouveau code électoral proposé par le gouvernement. Il sera étudié à l'Assemblée nationale en fin de semaine prochaine. Et ce qui fait jaser l'opposition au Bénin, c'est justement cette disposition qui veut désormais que quiconque souhaite faire acte de candidature doit avoir une obligation de résider en permanence sur le territoire béninois pendant au moins 12 mois. Sylvestre Béni, on l'a déjà vu dans un pays que vous connaissez très bien. À l'époque, ça avait été fait pour écarter un candidat que vous connaissez également très bien. Alors, pourquoi le Bénin, qui donne souvent l'exemple d'être une démocratie ouverte, Patrice Talon se prête à ce jeu? Oui, moi je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Si vous dites un pays que vous connaissez, c'est le Togo. C'est que ça a été fait au Togo. Et le général Ignacy Beyadema cherche à écarter J.K. Solumbio avec le gars ne réside pas au pays, on dit qu'il doit payer des impôts et tout. Et finalement, ils ont écarté J.K. Solumbio. Donc je crois que. Et Patrice Talon, je me dis que c'est une déception africaine parce que, vous savez, en l'instar de quand je prends Patrice Talon, en l'instar donc de Abdoulaye Wade, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ce sont des gens qui étaient adulés. Une fois qu'ils ont pris le fauteuil présidentiel, franchement, ils sont devenus, donc ça devient un régime presque autocratique, parce que lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, je me dis que ça sort un peu de l'entendement, ça sort de l'ordinaire. Vous voyez, Patrice Talon qui est venu, le gars qui voulait modifier la constitution pour faire un septennat, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, comme le gars sait qu'il descend, il est en deçà donc au niveau donc de l'opinion, c'est quelqu'un qui ne pèse plus lourd, donc il voulait déjà procéder par des raccourcis, pour pas convaincre et d'éliminer les candidats. Je vous dis que cette loi-là, c'est justement pour éliminer les poids lourds donc de l'opposition togolaise. Il sait que tôt ou tard, les Béninois sont déjà déçus, parce que ils ont vu peut-être un gentleman, un démocrate qui est venu, mais la manière dont vous procédez du gars, je me dis que c'est une déception. Donc il faudrait quand même que l'opposition togolaise que l'opposition béninoise se lève très tôt et puis qu'on puisse quand même et barrer la route assez oui, il faut le dire, assez despote là, parce que on tend vers un despotisme, on tend vers un régime autocratique, tout ce qui se fait aujourd'hui. Patrice Talon veut éliminer. Vous voyez déjà qu'il y a une coalition des anciens présidents et Soglo et puis Yahi qui ont déjà une coalition. Bon, je ne sais pas si c'est le Togo qui les a inspirés, parce que c'est récent. Donc je crois qu'il faut tout faire pour que cette loi-là ne passe pas, parce qu'il y a des hommes d'affaires qui sont là, ils doivent quand même séjourner dans des pays où ils font des efforts et exports. Donc on ne peut pas quand même, parce que je vais être candidat, donc je dois rester confiné dans mon pays pendant un an. Ben, franchement, ça sort de l'ordinaire. Justement, est-ce que vous, Horus Donkovi, vous arrivez à comprendre le jeu auquel Patrice Talon est en train de vouloir jouer là? Bon, en fait, c'est un jeu... je pense difficilement perceptible, parce que c'est un homme fin. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça permet d'éduquer les populations africaines, dans le sens où il faut savoir, il faut prendre soin d'étudier la personne que l'on met à un fauteuil. Patrice Talon, c'est pas quelqu'un que l'on connaissait jusqu'à l'opposition qu'il a eue avec Yahi Boni. Ce n'était pas une opposition politique, c'était une opposition sur un fait. Finalement, c'est comme si les peuples aiment les victimes.
Patrice Talon a joué à la victime, voilà. Et puis on l'a adulé, on l'a porté. C'est un peu ça, justement. C'est le grand défi des populations africaines, c'est-à-dire porter un homme sur la consistance d'un programme. On a eu Patrice Talon, la victime. Après, on a eu Patrice Talon affrontant Zinsou et porté au pouvoir pour la simple raison qu'il paraissait en griffe plus béninois que son adversaire. Et c'est pas ça un programme. C'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous avez un homme d'affaires un tant soit peu riche que, de facto, si vous le mettez aux affaires, il réglera d'un claquement de doigts les problèmes du pays. Ça ne le rend pas plus sociable que quelqu'un d'autre. Ça ne le rend... mais c'est ce que les gens pensent. Ils se disent, il a réussi dans les affaires. Alors pourquoi ne réussirait-il pas au sommet de l'État? La question est de savoir dans quel climat des affaires réussit-il? Par quel carnaval des affaires réussit-il? C'est l'Afrique. Et l'Afrique, dans la plupart du temps, quand on réussit, c'est surtout par le clientélisme, c'est surtout par la malice, c'est pas une certaine finesse. Et justement, nos hommes d'affaires sont réputés très inflexibles à cause de cela. Donc maintenant, oui, vous avez un homme d'affaires au pouvoir, et c'est de cette finesse qu'il use en politique, avec beaucoup de maladresse, quand on voit ce qui se passe actuellement au Bénin. Parce que s'il est venu, il y avait quelque chose qui me faisait très sourire au début, quand il avait pris le pouvoir au Bénin, c'est que ce qui me décevait, on axait la communication faite sur lui, sur... l'élégance, son élégance, voilà, sa coupe de cheveux, son mode vestimentaire, le président qui conduit sa propre voiture. Voilà, alors que en réalité, les défis au niveau de nos États sont plus prégnants que ça. J'aurais voulu qu'on nous montre, je sais pas, une usine de fabrication de Gary. On sait que le Bénin est un grand producteur d'ananas. Voir un peu ce qui se passe au niveau de la filière ananas. On a des intellectuels, mais incroyables au Bénin. Bon, comment on fait pour rentabiliser un tel savoir? Ce genre de questionnement-là, c'est ce genre de défi qui me préoccupe. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, à un moment, je pense que pour moi, je trouve que ce sont des choses très intéressantes au niveau des populations, parce que à un moment, il faut qu'elles puissent comprendre, surtout dans un pays comme le Bénin, qui a été un des premiers démocratiques en Afrique, qui a amorcé les conférences nationales. C'est important que les populations se rendent compte que quand elles prennent la décision de voter, elles subissent leur choix. C'est-à-dire, je fais un choix, j'ai voté, j'ai donné le mandat à telle personnalité, il faut assumer après ce qui se passe. Donc, voilà quoi. Mais au-delà de tout, Sylvestre, on ne peut pas dénier à Patrice Talon le droit de faire une modification électorale. Oui, je crois qu'il a dans le droit, mais lorsque vous le faites, lorsque vous voulez faire des tests taillés sur mesure, c'est là où ça devient un problème, parce que cette loi-là, le code-là, c'est justement pour écarter des candidats potentiels. Oui, justement, est-ce qu'on n'est pas en train de lui faire un procès d'intention? Non, pas un procès d'intention. Il vient d'amorcer le processus. On ne lui laisse peut-être pas le temps de voir si, à la longue, il va associer les autres. Et déjà, l'opposition béninoise est dans la critique. Non, je crois que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le monsieur parlait de rupture. Aujourd'hui, on voit qu'il veut rompre avec tout. Voilà, il parle de rupture, donc il veut même rompre avec les candidats potentiels. Donc, c'est sa manière de procéder. C'est une déception, parce que ce monsieur, lorsqu'il est arrivé, il a bluffé les Béninois. Il a bluffé les Béninois. On a vu un gentleman, on a vu un démocrate, et 3 étoiles ou 6 étoiles. Mais aujourd'hui, la manière de procéder de Patrice Talon, je vous dis, doit vite redescendre, parce que vous savez, le peuple béninois, d'abord, je me suis dit, je me dis qu'il se trompe de pays. Parce que le béninois de culture ne va pas quand même à cet est-là. Ça, il faut, le béninois, lorsque vous interrogez l'histoire de ce pays, je vous dis que le béninois ne va pas à cet est que Patrice Talon est en train de faire. Donc, tôt ou tard, je crois que cette loi-là, même si ça passe, et par un forcing, on sera obligé de revenir et de revoir les clauses. Parce qu'il veut faire un forcing,
il est vrai, il a la majorité et tout, mais lorsque vous voyez au Parlement la manière dont et ça se procède, je me dis que ça ne va pas passer. Bon, je vous dis, le Béninois ne va pas accepter cela. Déjà, ces deux présidents-là qui se sont coalisés déjà, je crois que ça fait déjà. Peut-être que Sylvestre évoque quelque chose. Beaucoup disent que Patrice Talon semble donner l'image de quelqu'un qui ne connaît pas le pays qu'il dirige. Bon, moi je partage pas trop ça. Je pense que il a fait sa richesse dans le coton. Je pense que non, il faut pas faire les amalgames. Il est tout à fait possible qu'en tant qu'homme d'affaires, en tant que personne qui sort, en tant que personne qui rencontre un certain nombre de choses, il est tout à fait possible qu'il puisse avoir sa vision du Bénin. C'est tout à fait possible. Le problème est de savoir si sa vision du Bénin est partagée par les autres. Est-ce qu'il a pris le soin de l'expliquer? Est-ce qu'il a pris le soin de convenablement la défendre auprès de son pays, auprès de ses électeurs? Et si réellement ses électeurs, en réalité, l'ont élu pour ça? Il y a tous ces amalgames. Et c'est un long apprentissage au niveau des populations et des leaders. Maintenant, ceci étant dit, je suis tout à fait d'accord avec mon frère parce que, oui, croyez-moi, je fais confiance je ne vois pas un Fortune passer au Bénin. C'est un pays, je pense, qui est rompu à une certaine mécanique, qui a des intellectuels, qui a qui a une certaine dynamique de ce côté-là. Donc, si c'est une initiative dans laquelle les populations ne se reconnaissent pas, elle ne passera pas. Il faut peut-être compter sur le Parlement béninois pour faire bloc, Barry. Le Parlement béninois, je pense... Il l'a déjà montré avec le projet de modification constitutionnelle envoyé par le chef de l'État. Ça n'a pas marché. Il était tellement sûr que ça allait passer, mais à un cheveu, ça n'a pas passé. Et je pense que c'est ça qui est beau. C'est-à-dire, je pense que la plus belle leçon du Bénin a été de montrer qu'à chaque fois que un de ses fils, ou même qu'un étranger, parce qu'on a eu le cas Bolloré, avait la prétention des moyens, avait la prétention de l'argent, se disait que ok, d'accord, après tout, bon, c'est l'Afrique, je vais faire un jeu de lobbying, à chaque fois, à la dernière minute, ce peuple a montré que non, mais oui, on t'aime bien, mais là, ça passe pas. C'est-à-dire, ça ne passera pas. Et il a assumé. Donc, moi, je trouve que quelque part, c'est un bel exercice. Il essaye des choses, son peuple le ramène. On verra. C'est quelque chose de beau, je trouve. Je pense que quelque part, c'est ça. C'est peut-être ce qu'il y a de beau dans la démocratie. Maintenant, je pense que le niveau auquel il faut arriver, c'est que j'attends un peu plus. J'attends qu'on se dispute sur des programmes, qu'on se dispute sur des choses beaucoup plus consistantes que des coups bas qui consistent à faire voter des lois pour évincer tel ou tel adversaire ou bien pour se sécuriser une place future au pouvoir. Non, vous savez, moi je maintiens le fait que Patrice Talon donne l'impression qu'il ne connaît pas le Bénin. Parce que Patrice Talon, c'est un Donald Trump béninois. Parce que le gars, il finançait les campagnes, il donnait de l'argent à Iboni et tout. À un moment donné, mais il se dit, bon, si je peux quand même donner de l'argent que les gens, pourquoi ne pas essayer? Donc, il est venu comme un Donald Trump, il est venu, mais finalement, le gars est devant le fait, il n'arrive pas à prospérer. Voilà. Donc, il essaye, il fait tout, il essaye de se sortir, d'émerger, mais finalement, à chaque fois, il est devant le bloc. Donc, je me suis dit, c'est un novice, c'est un homme d'affaires, ça, il faut le dire. Il est tellement novice, il est venu au moins, il est venu faire, quelques apparitions de premier ministre, sous Yahi Boni, donc il connaît quelque peu les rois. Et donc, ce sont des venus de France, des venus d'ailleurs, comme on a l'habitude de les appeler. Donc, il fait l'expérience, mais pour le moment, ça ne prend pas. Il voulait imposer le septennat, ça n'a pas marché. Maintenant, il revient, il retourne, il veut imposer un code, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, d'accord, on va marquer la courte pause et puis après, on pourra éventuellement revenir sur le Bénin.